a déjà une entreprise qui se présente, s'il vous plaît, merci, qui se présente peut-être déjà comme success story, en tout cas, elle tente de démontrer, contrairement à ce qu'elle avait dit à l'introduction, qu'on peut en France apparemment lever des fonds et en grande quantité. Je crois qu'on est au-delà de 20 millions d'euros, il me semble. Et ça s'est passé cet été avec une société française, WizX, et on a la chance d'avoir un de ses fondateurs, ses deux fondateurs, je crois, ce soir. D'ailleurs, il y a une analogie entre ton nom et le nom de la société, je ne sais pas si... Il y a un lien. Cédric Hutchings, de WizX, fondateur et directeur général de WizX, cofondateur, pardon. Eh bien, Cédric, on t'écoute. Merci pour cette invitation. Donc, je vais respecter la même trame que mes deux prédécesseurs, que tout le monde aura compris. Pour être certain de les faire, il faut aller là. Bonjour. Bonsoir à tous. Donc, je vais respecter la même trame et dire quelques mots d'abord sur mon parcours. Donc, je suis Cédric Hutchings, j'ai 37 ans. J'ai un enfant, bientôt un deuxième, j'espère, dans quelques jours. Bravo. Et surveillé il un Daily Monitor. Donc j'ai une formation d'ingénieur à l'école centrale, spécialisée en physique. J'ai d'abord commencé par des choses fondamentales en physique. J'ai une expérience ensuite au MIT qui a été très très importante pour moi, notamment parce que j'ai découvert la capacité à innover en croisant ou en convergeant des domaines très très variés. Je suis entré au MIT dans un département d'aéronautique et aérospatiale, mais mon advisor à l'époque était un illustre membre du programme Apollo. Et les problématiques sur lesquelles j'ai été amené à travailler, dans le cadre de mes thèmes qui étaient les facteurs humains, l'interface machine, étaient comment appliquer ce qui avait été appris à l'époque de l'arrivée de la commande électrique au travers de la navette spatiale, comment appliquer tout ce corpus de connaissances à l'accompagnement du vieillissement. Et là, j'ai plus de... L'accompagnement du vieillissement, parce que on reconnaît en fait des similarités entre l'environnement auquel fait face un astronaute dans une navette spatiale très loin, dans un environnement très compliqué, et l'environnement auquel fait face une personne âgée dans une cuisine dans laquelle un certain nombre d'actions peuvent devenir très compliquées. Et tout en fait, le développement du savoir qui date des années 60 a été appliqué donc, à l'époque à la création d'un laboratoire qui s'appelle le Edge Lab, et j'étais le premier étudiant de cet Edge Lab. Mais ce que j'en ai retenu surtout, c'est vraiment cette distance très très forte de culture, de l'innovation, par rapport à ce que j'avais connu, en tout cas dans le cadre d'études, dans lequel les domaines sont très cloisonnés, il y a des castes, des hiérarchies dans la science, dans les domaines technologiques, l'aéronautique, l'automobile, les télécoms, très très bas, dans les choses qui ne fonctionnent pas. Et donc voilà la capacité à appliquer des domaines de savoir et créer des innovations pour créer des nouveaux produits en décloisonnant ou en convergeant. C'est quelque chose qui m'a passionné, et j'ai travaillé notamment à l'époque avec des grands retailers sur le développement de chariots, de caddies connectés, qui conseillaient un consommateur dans un cadre de grands magasins en appliquant des données liées à son profil, à des allergies, à des conditions particulières, et des conseils apportés au moment de l'acte de décision de consommation. C'est vraiment très étonnant que la plupart des gens qui travaillaient sur ce sujet à l'époque étaient issus, encore une fois, des programmes spatiaux, du développement d'interfaces de cockpit, de systèmes d'alerte très avancés, mais qui s'appliquaient très bien sur ces problématiques. Donc je suis revenu en France et j'ai joint une société qui était jeune à l'époque, qui s'appelait Arventel, et qui a participé au développement des box. Donc on a été notamment co-concepteur de la Lightbox en France et de ses itérations dans des pays avec le BT Hub. Et donc c'était l'époque de l'arrivée au développement des box triple play, dans lequel Merafi l'a bien cité et a été un des fondateurs de ce milieu. On s'est attelé à connecter. On s'est attelé à connecter le PC, le téléphone, la télévision, et donc à développer un écosystème autour d'abord d'objets très technologiques liés et bénéficiant de la connectivité.
Cette société a grandi fortement, a été connu des problèmes d'industrialisation, de montée en production de masse. On fabriquait à l'époque nos objets en France, à Angers, puis à côté de Strasbourg. Et lorsque les chiffres sont entrés dans les 6 digits, lorsqu'on dépassait les millions de production, on a été amené à transférer la fabrication dans les grandes sociétés chinoises, Foxconn à l'époque. Et c'est l'époque où la société a été rachetée par le groupe Tucson, Technicolor aujourd'hui. Et j'ai rejoint dans le groupe Technicolor pendant 2 ans pour développer donc l'offre de services d'objets connectés autour de la box et au-delà des 3 objets que j'ai cités jusque-là. Mais on s'est rapidement intéressé donc, avec Eric Herrel, qui était le fondateur d'Inventel, l'étape d'après, et je pense que je ne vais pas redire les mots de Rafi, donc s'intéresser à revisiter des objets qui allaient bénéficier de manière évidente de la connectivité et qui allaient bénéficier, on était en 2007-2008, de l'arrivée de l'iPhone. Et l'iPhone, pour nous, était vraiment une très forte rupture. C'est quelque part, c'est le premier téléphone connecté. Donc Apple est arrivé vraiment en mettant un coup de pied dans la main des opérateurs télécoms, en hijackant la relation utilisateur, en fournissant un service avec son téléphone, un App Store, en gérant des applications, finalement mettant complètement de côté l'opérateur dans la relation et faisant pour nous le premier véritable téléphone connecté et qui allait bénéficier aussi à l'usage d'objets dans lequel il était assez évident que dans les gammes de prix, dans des objets très grand public, il ne s'agirait pas de redévelopper un iPhone pour une machine à laver ou un frigidaire, ou s'atteler au développement d'interfaces tactiles, mais d'en bénéficier via la connectivité. Donc l'idée de WiSix est partie là, de réinventer certains objets en utilisant des capacités à distance grâce à la connectivité. La première d'entre elles, c'est l'interface utilisateur, le téléphone qu'on a tous dans nos poches aujourd'hui. Une puissance de calcul qui est infinie, une capacité de stockage, l'accès à des données en temps réel. Donc tout ceci sans faire exploser les coûts, la BOM, le bill of matériel d'objets qui resteraient dans des gammes au-dessous des 100 € et qui pouvaient être décuplés en termes de services grâce à cette connectivité. Donc on a fondé WiSix en 2008, on a bien fêté nos 5 ans, avec cette intuition et des projets précis, donc une liste d'objets auxquels on comptait s'atteler rapidement en choisissant de manière assez anecdotique un objet pour lequel on s'est dit, bon, le développement va être rapide, notre business model, on est assez peu imaginatif, c'était de développer un objet et de le vendre, de vivre de la vente de nos objets. Donc on a commencé par un test personne en 2008, parce qu'on s'est dit, bon, en 2 mots, c'est simple à développer. On a appris 2 choses au cours d'une année intense de développement. Un, c'est que c'est très très compliqué, puisqu'il ne s'agit pas de prendre un objet sur étagère, d'aller chercher un fabricant du Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee ou peu importe, mais vraiment de revisiter, de repenser l'objet autour de la connectivité, de ne pas apporter des nouvelles complexités comme la gestion de l'autonomie. On en parle aujourd'hui, un test personne, il ne serait pas acceptable d'avoir à le recharger tous les 2-3 jours ou toutes les semaines. Donc il y a des challenges immenses à redesigner ou reconcevoir un objet autour de la connectivité. Donc premier apprentissage, ça a été très compliqué, très long de développer un objet de qualité aussi simple en apparence qu'un test personne. C'était passionnant, on s'est rendu compte qu'en connectant l'objet, en géolocalisant notre objet, donc en connaissant le champ de gravitation, on pouvait faire un test personne plus précis qu'un test personne non connecté, puisqu'on l'adapte à la volée. On s'est rendu compte qu'on change complètement le métier d'industriel en connectant un objet, puisqu'on peut fabriquer le même objet, le vendre en Japon, en Israël, aux États-Unis, qui sont 3 régions soumises à des régulations très très différentes et qui imposent aux industriels d'objets non connectés de fabriquer des palettes d'objets qui partiront au Japon, une autre palette qui partira en Israël. Toute la révolution de la connectivité, elle est à voir côté consommateur-service, mais elle est vraiment à appréhender côté industriel. Et quelles sont les barrières qu'on peut abaisser en tant que tout petit microscopique industriel qui nous a rendu capables de livrer très rapidement dans plus de 50 pays cet objet et la même référence de cet objet. Donc première invention, c'est compliqué. Le deuxième, et qui a un peu forgé la suite de WiSix, c'est que c'est un objet qui était beaucoup plus révolutionnaire qu'on l'avait imaginé au départ, et beaucoup plus impactant dans la vie des utilisateurs, dans leur comportement santé, dans la manière de gérer leurs points,
que ce qu'on avait imaginé. On a été littéralement submergé, après quelques mois de commercialisation aux États-Unis, qui est un marché dans lequel les consommateurs partagent énormément leur expérience. Ils nous envoient des témoignages qui sont extrêmement riches d'apprentissage, donc développeurs de l'objet, et qui ont littéralement nous annoncé qu'on avait changé leur vie. Que pour la première fois, après avoir essayé tous les régimes de la Terre, avoir connu des yo-yo dans la gestion de leur poids, ils avaient simplement, en contrôlant cette courbe de poids qui arrivait par magie directement dans leur poche, sans avoir à se préoccuper de l'historisation de leurs données, ils avaient changé leur comportement. Et on avait un Hall of Fame, des fois perdu, de la perte maintenue, et avec une grande fierté et vraiment un achievement qui était sous-estimé lorsqu'on a démarré cet objet. Et on s'est dit, là on touche quelque chose de très important, à connecter un capteur santé, de l'intégrer dans une routine quotidienne, encore une fois, pas faire un objet extraterrestre qui allait demander à changer sa routine, et encore une fois, un test personne dans lequel on déploie pas l'antenne, on vient fabriquer son téléphone, toute la logique, la complexité qui a été citée tout à l'heure sur appuyer un bouton, synchroniser, mettre à jour, doit absolument être évacué de ces routines quotidiennes. Et en fabriquant un suivi, donc un tableau de bord actionnable, en proposant des moyens d'agir, de se fixer des petits objectifs, on impactait la santé. Donc on s'est spécialisé, là où notre genèse était l'Internet des objets, ou les objets connectés, c'était là d'où on venait, encore une fois dans notre activité télécom. On s'est spécialisé dans le domaine de la santé connectée, qui s'est appelé assez rapidement aux États-Unis le Quantified Self, qui consiste à mesurer, analyser, mettre des métriques sur un certain nombre de son paramètre santé ou de son comportement, et par là même d'agir dessus. Et donc on a choisi donc, de développer une gamme d'objets et d'applications, un tensiomètre connecté, un tracker d'activité. On vient d'annoncer un appareil qui permet de mesurer très précisément la qualité de son sommeil et d'agir dessus via une lampe et un système audio. Donc, vous l'avez acheté, il n'était pas disponible. Il n'est pas encore disponible, on a été très... il y a eu beaucoup de visibilité et un prix d'innovation sur cet objet. Ce qu'on cherche à faire, ce sont des objets qui se font dans le quotidien, que lorsqu'on parle de santé, de comportement de santé, ce qui compte, c'est la pérennité. Tout le monde est capable, on est encore en janvier, tout le monde est capable de faire des bonnes résolutions. Tout le monde ou presque va les oublier au mois de février. Et finalement, ce qu'il faut, c'est de maintenir et d'accumuler une somme de petits objectifs, d'inflexion. Et donc là, toute la problématique est de construire des tableaux de bord, de se faire accompagner et d'engager quelqu'un dans le changement de son comportement santé. Donc WeSings, aujourd'hui, est un acteur de la santé connectée pour suivre la figure imposée. Notre vision est que, et là je pense qu'il y aura un débat intéressant, notre vision est ce qui est aujourd'hui considéré comme du grand public, du wellness, du quantified self, du bien-être, va rencontrer, au travers des objets et d'autres qui sont aujourd'hui développés, va rencontrer les parcours de soins, les professionnels de santé et notre prise en charge de santé. Il y a aujourd'hui, on le cite souvent, plus de 3/4 des dépenses santé aux États-Unis sont orientées vers la gestion des maladies chroniques. Et donc celle avec laquelle on vit longtemps, qui nous impacte et dans lequel notre engagement va impacter énormément l'évolution liée à l'obésité, à la gestion de sa tension artérielle, de son diabète, de son asthme. Et finalement, toute cette nécessité de changer radicalement l'efficience de la gestion de nos maladies chroniques va passer par des objets qui sont aujourd'hui perçus comme grand public, mais dont on se rend compte petit à petit qu'ils sont extrêmement pertinents pour, nous engager et deux, changer la relation avec ceux qui nous accompagnent dans notre santé. Sur ce deuxième point, donc c'est le pendant de notre activité, on développe des objets et on développe une plateforme qui aujourd'hui accueille plus d'une centaine de partenaires, qui permet à des fournisseurs de services, d'applications, à des communautés d'intégrer nos objets dans leurs services. C'est un choix qu'on a fait très rapidement dès notre premier objet. Pour le dire de manière très précieuse, on s'est posé la question, est-ce qu'on veut être le Weight Watchers ou est-ce qu'on veut rendre possible et accessible pour les utilisateurs de nos objets et augmenter la valeur d'usage de nos objets à l'ensemble des Weight Watchers & Co. Et en fait, il y a une multitude de services qui sont aujourd'hui accessibles via nos objets, qui sont autant de prescripteurs de nos objets, puisque je rappelle, notre modèle aujourd'hui est très simple, on vend nos objets et on vit la vente de nos objets.
Donc cet écosystème, cette plateforme de services rendus par nos objets, aujourd'hui, est remplie d'un grand nombre d'acteurs grand public, mais de plus en plus d'acteurs de la santé professionnelle, alors de payeurs américains, de mutuelles, d'acteurs qu'on appelle corporate wellness, qui sont un accélérateur fort dans notre marché, qui consiste à offrir des services de remise en forme, de prévention et d'analyse auprès d'employés, auprès d'entreprises, et qui, lorsqu'ils sont déployés, permettent aux entreprises de renégocier leur coût d'assurance santé de leurs employés. Et on a aujourd'hui des boucles vertueuses avec des retours sur investissement qui sont très clairement définis aux États-Unis, qui accélèrent le déploiement de nos objets. Notre conviction est que c'est une première étape et que demain, nos objets et nos capteurs seront intégrés dans un parcours de soins. Les données qui sont aujourd'hui générées à la maison offrent une profondeur de suivi et changent l'efficience simplement du diagnostic et de la visite qu'on fait chez le médecin. Donc voilà où on est. Un dernier point, donc on fait des objets, des plateformes d'intermédiation, et ça a beaucoup contribué à notre relation et notre force de conviction auprès des investisseurs. On fabrique des données. Toutes les données qui sont générées par l'ensemble de nos objets transitent sur notre plateforme, sont stockées sur nos plateformes, et aujourd'hui on développe notre pôle de data scientist qui analyse donc les corrélations qui sont rendues possibles entre des historiques sur aujourd'hui plusieurs années de données de poids corrélées à des données de tension artérielle, d'activité physique, demain de qualité du sommeil, mais aussi de paramètres qu'on pourra mesurer pendant votre sommeil. Et ce sont des données dont aujourd'hui on travaille avec certains acteurs à faire sens, à offrir des services à la fois pour nos utilisateurs, mais aussi pour des nouveaux prestataires de services et consommateurs de ces données. Donc voilà où on en est d'un point de vue capitalistique. Pour qui est WeSync? WeSync a été fondé avec ce qu'on appelle le log money en 2 millions d'euros, son capital 1%, donc en 2008, qui est extrêmement vital pour industrialiser un produit. Industrialiser un produit, c'est probablement 1 million d'euros. Je suis intéressé de voir le modèle d'industrialisation qui sont très loin sur ce chiffre. On a levé des fonds en 2010 après la mise sur le marché de notre premier objet auprès de Vintech, 3 millions d'euros. Et on a fait une levée importante de 23 millions d'euros cet été auprès de 3 investisseurs, 360 Capital, Idinvest et la BPI dans un véhicule, dans un nouveau fonds qui est Large Venture, qui est dédié à l'accélération sur des tickets 10+, à l'accélération d'entreprises qui ont déjà des produits, une offre sur le marché. Pour nous, 2014, c'est une année charnière qui est vraiment une année d'explosion auprès du grand public de nos produits. On est vendu dans plus de 50 pays, dans des grandes enseignes aux États-Unis comme Best Buy, Target, les boutiques Apple, et on voit un mouvement fort. Et le choix qu'on a fait cette année, c'est un choix de... On a été pionnier sur un domaine. Pour être leader, aujourd'hui, il y a une pression d'investissement en termes de marketing qui est extrêmement forte et on n'a pas de demi-mesure. Donc on a choisir d'accélérer fortement pour être dans les leaders et dans les acteurs de référence sur un marché qui commence à se constituer au-delà des sphères très technologiques ou très innovateurs ou pionniers. Demain, nos produits sont très au champ, sont dans des enseignes parapharmaceutiques aux États-Unis. Et donc il y a un shift, vraiment un gap important en termes d'investissement sur la marque et sur les moyens de promotion de nos objets. Voilà. Merci, donc bravo. 3 millions d'euros, je crois que c'est le record probablement 2013. Alors, on fait maintenant, comme c'est l'usage, une petite pause. On va pouvoir échanger à table avec nos voisins. Et puis, on se retrouve dans une bonne dizaine de minutes. On pourra échanger, questionner, interpeller, nous apporter. Donc, bon appétit, à tout de suite.